la moyenne des salaires des femmes et la moyenne des salaires des hommes, il y a 25% d'écart. Vous êtes donc pour accueillir uniquement les femmes afghanes? Pas du tout. Mais à 9 mois, quand on avorte l'enfant est né en fait. Les Afghans, c'est eux qui font subir aux femmes des choses comme ça en Afghanistan, je comprends pas. C'est quoi concrètement ce patriarcat? Bonjour Monsieur Allemand, vous êtes donc ancien patron du Parti Socialiste dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi c'était important pour vous de venir assister à la manifestation d'aujourd'hui? D'abord, c'est une tradition, par solidarité. Parce que le féminisme, la lutte contre le patriarcat, ça concerne tout le monde. Le 8 mars, on célèbre le combat de toutes les femmes pour leur émancipation dans le monde entier. Alors nous, les organisateurs et organisatrices de la manif, on est le collectif Droits des Femmes 06. Et ça fait du bien de venir ici avec... de sentir des gens qui pensent pas selon le modèle dominant et qui viennent contester. Moi, je suis membre du Planning Familial 06, qui fait partie du collectif Droits des Femmes 06, qui organise la manifestation avec d'autres associations, collectifs, syndicats. Donc moi, je suis une des membres du collectif 06 pour les droits des femmes. Mais monsieur aussi, c'est le seul monsieur? Parce qu'il s'est perdu. Il s'est perdu? Tous les ans, depuis 1995, on se regroupe pour organiser le 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes. On va faire des danses tribales. Donc, quel est aujourd'hui un petit peu le mot d'ordre, le mot fort que vous voulez faire passer dans cette manifestation? Égalité. Égalité dans tous les domaines. Il reste encore des luttes, des combats à mener pour les droits des femmes. Égalité homme-femme. Okay. Pas de domination. Pour nous, c'est important de danser pour cette cause qui nous touche. Là, on parle beaucoup du droit à l'avortement en ce moment, du fait qu'il soit rentré dans la Constitution. Et pour vous, pourquoi c'était important, je suppose, qu'on inscrive le droit à l'avortement dans la Constitution? Ça sanctuarise en fait ce droit. C'est pas toutes les femmes qui ont droit à la PMA, c'est pas toutes les femmes qui ont droit à l'IVG, les femmes trans par exemple. Comment ça, les femmes trans n'ont pas le droit à l'IVG? Pardon, les hommes trans. Les hommes trans sont pas... Je comprends pas. Non, en fait, là, ça a été mis dans la Constitution que c'était seulement les hommes qui avaient le droit à l'IVG. Ah, les femmes, pardon, qui avaient le droit à l'IVG. Mais il y a quand même des hommes qui sont enceintes de nos jours. Ah, des hommes qui... Bah oui, des hommes qui ont fait leur transition, mais pas complètement, qui ont toujours leurs organes génitaux. C'est aussi en solidarité avec nos camarades du monde entier. Mais donc sur leur carte d'identité, il y a marqué qu'ils sont des hommes. Ouais. Mais ils sont enceints. Ok. Tout à fait. Même s'ils rentrent dans la Constitution, justement, c'est pas en termes de droit, mais en termes de liberté, et qu'il faut en fait lutter au quotidien, tout le temps, pour que les conditions concrètes d'accès elles soient maintenues. Non, c'est pas une liberté, c'est un droit, et c'est un droit qu'on a arraché, que nos aînés ont arraché. Des fois, on en voit certains qui disent qu'ils voudraient que l'avortement soit même poussé jusqu'à 9 mois dans des cas extrêmes. Être pour quelque chose, ça veut pas dire qu'on va le faire. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui serait bien ou pas du tout? À partir du moment où il est à l'intérieur du corps de la personne, c'est cette personne qui doit décider. Donc même jusqu'à genre 9 mois par exemple? Ça ne nous regarde pas, c'est la personne qui porte ce qu'il y a dans son ventre. Les hommes qui veulent avoir une vasectomie ou qui veulent prendre du Viagra, ils n'ont aucun problème, c'est remboursé. C'est quand même pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. Dans un cas, on devient stérile, dans l'autre, on retire un fœtus, c'est quand même pas pareil. Ah bah si, justement. On discutait tout à l'heure avec une autre militante et elle nous disait qu'elle soutenait l'avortement même jusqu'à 9 mois. Ouais. Vous en pensez quoi? Alors, c'est son point de vue. Toutes les féministes ne pensent pas pareil. En théorie, c'est garanti jusqu'à 9 mois puisqu'il existe quelque chose qui s'appelle l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse pour risques psychosociaux. C'est votre droit d'avoir des enfants ou pas, c'est votre corps, c'est à vous de le décider. Justement, c'est pas une instance politique ou gouvernementale. Mais une fois qu'entre guillemets il est là, c'est pas la même, c'est pas forcément le même débat. Bah si, c'est quand même la personne qui porte cet embryon qui soit fécondé, qui a à décider si elle veut ou il veut mener à terme ou pas la grossesse. C'est-à-dire que, en théorie, dans la loi, une femme qui vivrait une séparation en cours de grossesse, qui s'appauvrirait drastiquement en cours de grossesse, qui vivrait des drames dans sa vie en cours de grossesse qui ferait qu'elle souhaite l'arrêt de ses grossesses, normalement c'est possible. Mais donc au moment de l'avortement, le bébé il va pleurer. Je pense que si la personne décide d'avorter, c'est qu'elle a une bonne raison. Il faut juste lui laisser le choix d'aller au bout de
sa décision. Mais à 9 mois quand même. Mais qu'est-ce que vous essayez de me faire dire là qu'on va Non mais c'est pas ça, mais c'est quand même... Enfin, l'avortement à 9 mois, comment ça se passe pour vous un avortement à 9 mois? Bah, ça se fait déjà au-dessus de 6 mois, puisqu'il y a des amniosynthèses qui permettent de détecter des handicaps. L'avortement à 9 mois, c'est quand même pas courant que les gens le défendent. Bah, ça arrive pas souvent aussi, mais en fait, le problème, c'est pas que ce soit à 1 semaine, 2 jours ou 9 mois. C'est juste que c'est la personne à qui ça arrive qui doit décider. Ah bon, bah oui, bon, enfin, bon. Ok, très bien. Mais à 9 mois, quand on avorte l'enfant est né, en fait. C'est une naissance. Je pense que c'était une personne qui vous disait ça pour dire qu'elle est pour l'avortement, quel que soit le moment de la grossesse. C'est une position, on va dire, un peu radicale sur l'IVG. Non, c'est une position d'égalité, tout simplement. Moi, l'enfant, il va sortir, il va pleurer, c'est un être humain, quoi. Ouais, mais tant que ça vous est pas arrivé, je pense que vous pouvez pas décider à la place de la personne à qui ça arrive. Pour le coup, ça risque pas de m'arriver. Qui sait? Qui sait? La science peut-être... Ça serait peut-être pas plus mal que les hommes puissent tomber enceints en étant hommes de naissance pour se rendre compte que tout ce que ça implique au niveau physiologique et psychologique avant de prendre des décisions alors que eux, ils ne sont pas concernés. C'est vrai que du coup, si vous faites cette marche depuis 1995, est-ce que vous, en donc, 30 ans, quasiment 30 ans, vous avez vu des évolutions positives? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous félicitez? Je pense que la date la plus importante, c'est la libéralisation de l'avortement, c'est la loi Simone Veil. Et depuis, petit à petit, il y a des droits nouveaux qui s'acquièrent. Il y a 30 ans, on militait pour la parité. La parité en politique, ça paraît une évidence aujourd'hui. Pour qu'il y ait la parité ou pour imposer la parité? Pour qu'il y ait évidemment la parité, et il n'y a pas d'autre choix que de l'imposer par la loi, puisque de toute façon, si on attendait qu'elle se fasse naturellement, elle ne se fait jamais naturellement. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire ici, avec les féminicides qui sont encore très nombreux. Et que le fait qu'il y ait aujourd'hui des femmes à l'Assemblée, des femmes au Sénat, des femmes élues dans toutes les instances, c'est aussi un modèle, c'est aussi quelque chose qui permet aux filles de se projeter, de se rendre compte que c'est possible. Mais aussi dans le monde, quand on pense à la situation actuelle des femmes afghanes, par exemple, ou des femmes iraniennes. Imaginons, je sais pas, on doit sélectionner 5 hommes, 5 femmes, et il se trouve qu'en fait, les plus compétents, c'est 7 femmes. Et 3 hommes, normalement. Est-ce que donc on doit enlever 2 femmes pour mettre 2 hommes à leur place? Alors, cette question, elle se pose en fait jamais. Jamais, parce que la plupart du temps, les femmes, c'est assez compliqué de répondre à cette question. En termes de salaire, par exemple, il y a des inégalités parce qu'il y a un accès différencié et les femmes sont plus en temps partiel. Est-ce que c'est pas parfois un peu des choix plus que des inégalités? Les femmes, finalement, on leur fait intégrer le fait que c'est normal qu'elles aient un salaire inférieur. Ces différences-là, elles sont systémiques. On voit bien que les femmes, elles sont plus précaires que les hommes. Et on ne peut pas tout ramener à des choix individuels. Quand on prend la moyenne des salaires des femmes et la moyenne des salaires des hommes, il y a 25% d'écart. Un quart en moins. Un quart en moins. Il y a des femmes qui subissent leur temps partiel. Les métiers des femmes sont moins reconnus, sont moins bien payés. Que quand il y a des promotions à avoir, par exemple dans une entreprise, souvent c'est les hommes qui postulent parce que les femmes sont responsables des tâches ménagères et éducatives. Elles ont intégré ça aussi. Mais c'est vrai qu'après, dans ce 25%, par exemple, moi, on me met dans la même équipe, entre guillemets, que genre un Bernard Arnault, avec qui je n'ai rien à voir. Lui, il me plombe la boîte. Moi, par exemple, j'ai rien à voir avec Bernard Arnault. Mais même dans la fonction publique. Donc, même dans la fonction publique, il y a des écarts? Bien sûr qu'il y a des écarts dans la fonction publique. Les gens n'occupent pas les mêmes postes. Certaines personnes donc, qui s'opposent à ça et qui disent qu'il n'y a pas d'inégalité salariale viennent donc dire qu'en fait, c'est juste des différences entre les hommes et les femmes qui se traduisent dans le monde du travail parce que, par exemple, les hommes ont biologiquement une capacité supérieure à résister au stress, par exemple, et donc le stress, la résistance au stress est une qualité, entre guillemets, dans beaucoup d'entreprises, et donc c'est valorisé avec un salaire supérieur. Non. Franchement, la différence entre hommes et femmes au niveau du cerveau, au niveau de la biologie, elle est quasi nulle. La seule différence, c'est la possibilité de procréer. Hein, les études, toutes les études. Par exemple, niveau hormonal, par exemple, la testostérone, je veux dire, on met n'importe quelle femme, je vais avoir... Enfin, en moyenne, un homme va avoir beaucoup plus de force qu'une femme, ça c'est naturel, par exemple. Oui, alors... Le fait qu'il y aurait des différences biologiques qui justifient les inégalités salariales... C'est l'argument qui revient souvent. Bah oui, mais c'est complètement pipeau. Mais pourquoi un patron, du coup, paierait plus cher un homme juste parce que c'est un homme? Il s'en fout que ce soit un homme.
Pourquoi Non, ils ne payent pas plus cher, ils payent les femmes moins cher. Oui, voilà, mais pourquoi les du femmes coup sont payées moins cher parce que les emplois des femmes sont dévalorisés. Donc, elles sont principalement dans les métiers du care, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'aide aux autres, et moins les hommes. C'est pas un hasard si... Et vu que c'est moins valorisé par le capitalisme, et elles gagnent moins et donc il y a des... Ok. Le patriarcat, ça fait des siècles qui domine la société en général et qui assigne des femmes à être des objets, être à leur service et on n'en peut plus en fait. Ça tue les femmes. Pour toi aujourd'hui, le problème principal du féminisme, justement, c'est ce patriarcat-là, mais comment pour toi, c'est quoi concrètement ce patriarcat? Comment il s'incarne? Le patriarcat, c'est la société dominée par les hommes, aux dépens des femmes. Bah, moi, je sais pas grand-chose, je me pose des questions et je viens ici un peu pour essayer de trouver des réponses aussi. On arrive petit à petit à avoir un petit peu de droits, mais jamais autant que les hommes. Actuellement, vous pensez que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes? Ah mais c'est clair. Bon, bah, merci. Alors, petit sujet un peu sensible, je préviens. Ok. Il y a un collectif, il y a des collectifs féministes, il y en a plein, et il y en a qui commencent à émerger sur une thématique qui est la lutte contre l'immigration. Parce que les femmes, elles disent, c'est souvent, en gros, des immigrés, des étrangers dans les statistiques et compagnie, qui agressent dans les métros, etc. Vous, sur cette thématique-là, comment vous vous positionnez? Alors évidemment qu'on n'est pas d'accord avec elle. Par exemple, à Paris, dans l'Île-de-France, 90% des agressions sexuelles sont faites par des étrangers. Et très souvent, certaines femmes disent oui, mais la gauche ne répond pas à ces enjeux-là. Moi, j'ai pas, j'ai pas ces chiffres, donc je peux pas vous répondre plus précisément à cette question. L'extrême droite est porteuse de valeurs avec lesquelles on est très clairement opposés. Ce que je pense, c'est que la question des violences féminines et des violences sexuelles est une question qui concerne autant les hommes que les femmes. Si on veut faire progresser la lutte, il faut associer, je le disais, les hommes, c'est très important. Je pense notamment à cette fille qui fait partie d'une association Thaïs, une blonde, une femme... Descuffon, qui se dit féministe identitaire et qui en même temps va aussi faire des vidéos sur nous dire ce que c'est qu'une bonne épouse. Bon, moi j'ai envie plus tard d'être un bon époux. Évidemment, mais c'est pas comme ça. C'est bien évidemment quand elle charrie ce vocabulaire-là, ça veut dire qu'elle pense que une femme doit être soumise à son époux, doit être, je pense, moi je suis pour le respect de tout à chacun dans le couple, l'égalité dans le couple, si couple il y a. Et aujourd'hui, plus de 80% des tâches ménagères sont encore supportées par des femmes. Il y a beaucoup, lors des séparations, il y a beaucoup de familles monoparentales. Donc bon, ça suffit quoi. Pour vous, donc, par exemple, l'immigration n'est pas un problème avec le féminisme, donc pour un peu résumer... Pas du tout, c'est complètement stupide. En fait, les arguments que ces femmes avancent, c'est de dire que les agresseurs sont majoritairement des personnes issues d'immigration, mais en fait c'est faux. Les agresseurs, ils sont dans tous les milieux, ils ont toutes les origines. C'est sûr que ça prend pas les mêmes formes. Agresser quand on est un chef d'entreprise, agresser quand on est un député, agresser quand on est quelqu'un qui a du pouvoir, ça prend pas la même forme que quand on est quelqu'un qui vit à la rue ou qui est précaire, ça prend pas les mêmes formes. Mais c'est la même chose. Pour vous, il y en a autant, mais c'est juste sous une forme différente. Oui, c'est pas la même chose quand on a du pouvoir, parce que quand on a du pouvoir, on peut se cacher. On le voit très bien avec des gens comme PPDA, Gérard Depardieu. Eux, ils peuvent agresser en place publique et on ne dira jamais qu'il faut les renvoyer chez eux. Les Afghans actuellement peuvent sortir simplement pour aller par exemple chez un médecin, mais accompagnés de quelqu'un de la famille, le père, le frère, etc. Et elles n'ont plus aucun droit. Et donc vous êtes donc pour accueillir uniquement les femmes afghanes? Pas du tout. C'est parce qu'on est en ce moment avec une campagne Afghanistan pour les femmes. Mais on n'est pas pour accueillir spécialement que les femmes afghanes, non. Mais parce que du coup les Afghans, c'est eux qui font subir aux femmes des choses comme ça en Afghanistan, je comprends pas. Ah bon. Alors,